Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Colle aux doigts comme une peau froide. Dans ce garage sans fenêtre, l'air a le goût de métal humide et de tabac rance. Sous la toile, une forme longue, sage. Et pourtant, quand tu tires d'un coup, un nuage de poussière te saute au visage, mêlé à une odeur de cuir moisi et de vieux carburant. Là, dans le silence, tu vois la calandre, Peugeot 403. Les phares te regardent comme deux yeux fatigués. Sur la banquette, une couverture élimée, des miettes noircies, et, Burke, un vieux nid de souris écrasé dans la mousse, comme si la voiture avait servi de ventre à quelque chose. Tu es dégoûté, oui. Mais tu as aussi cette satisfaction immédiate. C'est bien elle, la silhouette culte, la Française sérieuse qui a traversé les décennies, et surtout, tu te poses la question qui pique. Comment un objet aussi sage, presque austère, a-t-il pu devenir un mythe national? Parce que ce que tu as sous les yeux n'est pas qu'une voiture. C'est un morceau de France, avec ses rêves, ses peurs, ses routes, cabossées, ses tickets de rationnement à peine oubliés, et sa faim de vivre. Imagine maintenant le pays au moment où la 403 commence à se dessiner. Pas encore sous forme de métal, mais sous forme de besoin. La France du milieu des années 50 a une cicatrice dans le paysage et une impatience dans les jambes. Elle veut rouler, elle veut transporter, elle veut reconstruire vite, proprement, et surtout, elle veut tenir debout. Les villes se relèvent, les campagnes respirent, et les familles, enfin, recommencent à compter les jours autrement qu'en restriction. On ne rêve pas d'un bolide, on rêve d'une voiture qui démarre, qui chauffe, qui ne te trahit pas au premier hiver. Une voiture qui avale les pavés, la boue, les longues nationales. Une voiture qui pardonne aux conducteurs fatigués. À ce moment-là, la route n'est pas un décor romantique. C'est un champ de bataille civil. Les pneus souffrent, les amortisseurs encaissent, et les moteurs doivent accepter l'essence pas toujours parfaite, les démarrages. À froid, les mauvaises habitudes. La voiture, en France, n'est pas encore un simple plaisir. C'est un outil social, elle sert à aller travailler, à livrer, à emmener les enfants chez le médecin, à faire un aller-retour interminable pour une administration, à traverser une semaine entière sans tomber en panne. Et dans cette réalité, Peugeot porte un costume particulier, celui du sérieux. Pas du spectaculaire, du sérieux. Or, ce sérieux, pour devenir culte, doit passer par une épreuve. Il faut que la voiture soit désirée par ceux qui n'ont pas le droit de se tromper. Les taxis, les médecins de campagne, les artisans, les représentants de commerce, les familles qui économisent centime par centime, eux ne pardonnent rien. Si tu les déçois, tu disparais. Si tu les sauves, tu entres dans la légende. Dans les années qui précèdent 1955, Peugeot a déjà une place solide dans le paysage. Mais la France bouge vite. Les attentes gonflent, les distances s'allongent, et un détail change tout. La normalité se remet à exister. La normalité, c'est un dimanche où l'on part sans angoisse. C'est une valise dans le coffre. C'est un couple qui s'autorise à rêver d'un trajet plus long que le marché du village. C'est une famille qui veut une voiture plus grande, plus confortable, mais toujours fiable. Une voiture qui ne se comporte pas comme une diva. Et voilà le piège. Plus tu promets du confort, plus tu augmentes le risque. Une voiture plus spacieuse, c'est plus de poids. Plus de poids, c'est plus de contraintes mécaniques. Plus de contraintes, c'est plus de pannes possibles. Et si tu rates, tu ne rates pas seulement un modèle. Tu rates un moment historique. Parce qu'une France qui apprend à vivre à nouveau n'a pas envie de passer ses soirées sous le capot. Dans cette période, les routes nationales sont des artères pleines de camions lents, de cyclistes, de charrettes encore parfois, et d'automobilistes qui découvrent la liberté, tout en la craignant. La sécurité n'est pas un mot marketing, c'est une obsession silencieuse. Les familles veulent de la stabilité, une direction qui rassure, un freinage qui ne se transforme pas en prière.
Le père de famille ne veut pas piloter. Il veut ramener tout le monde. Et les classes sociales, elles, se frottent. La voiture devient un signe, pas forcément de richesse ostentatoire, plutôt de réussite propre. On veut une voiture comme il faut, une voiture qui ne crie pas, mais qui impose le respect quand elle s'arrête devant une maison. Une voiture qui dit « on a travaillé, on a tenu, on a mérité ». Dans cet imaginaire, Peugeot a une carte maîtresse, la respectabilité, sauf que la respectabilité, si elle n'est pas accompagnée d'un minimum de modernité, devient ennuyeuse. Et l'ennui est mortel dans un marché qui s'éveille. Alors le besoin exact se précise, comme une silhouette dans le brouillard. Il faut une familiale bourgeoise, assez élégante pour la ville, assez robuste pour la campagne, assez moderne pour donner l'impression de demain, mais assez simple pour survivre à aujourd'hui. Une voiture qui puisse être, le même mois, véhicule de vacances, outil professionnel, taxi, voiture de notaire, ambulance improvisée, e-transport de cajots et parfois, dans un moment presque comique, salon roulant où l'on mange un sandwich au pâté sur les genoux, et au milieu de tout ça, il y a l'obsession française du juste milieu. Pas l'excès, pas l'extravagance, un équilibre. La 403, avant même d'exister, est déjà ce compromis national. Assez de tout, trop de rien. C'est précisément ce qui va la rendre dangereuse, parce qu'une voiture assez n'entre pas dans l'histoire, normalement. L'histoire préfère les monstres, les révolutions, les scandales. Et pourtant, la 403 va trouver une autre porte pour devenir culte. Celle de la vie réelle, répétée, obstinée, presque brutale. Car la France de l'époque a un appétit étrange. Elle veut de la modernité, mais elle ne fait pas confiance aux promesses. Les gens ont été déçus par trop de choses. Ils veulent toucher, essayer, vérifier. Ils veulent du concret. Ils veulent une voiture qui, même quand elle vieillit, garde une dignité. Pas une coquille fragile. Une voiture qui accepte d'être rayée, d'être malmenée, d'être conduite par un cousin maladroit, puis par un fils impatient, puis par un voisin qui s'y connaît, et qui redémarre quand même. Regarde la scène, une place de village, fin d'après-midi. Le soleil tombe sur les façades, un homme ferme la porte de sa boutique, monte dans sa voiture, et le bruit du moteur n'est pas un rugissement. C'est un ronronnement sérieux. La voiture s'éloigne. Personne ne se retourne comme on le ferait pour une sportive. Mais tout le monde a vu, et tout le monde a compris. Ce type a une machine qui va durer. Dans une France où l'on apprend à planifier, à construire, à acheter pour longtemps, durer devient sexy. Et puis, il y a un autre besoin, plus discret, presque honteux, le besoin de respect, mais aussi le besoin d'échapper à la promiscuité. Les transports collectifs, après-guerre, c'est la foule, la fatigue, les retards. La voiture, c'est l'espace privé. C'est la petite bulle où l'on reprend le contrôle. C'est là que l'on peut enfin discuter sans être entendu. Là que l'on peut rire. Là que l'on peut se disputer aussi. La voiture devient une pièce de la maison, mais une pièce capable de se déplacer. Le problème, c'est que cette pièce doit être accessible, pas une voiture de luxe. Une voiture sérieuse, à la portée d'une bourgeoisie élargie, de professions intermédiaires, d'artisans qui réussissent, de cadres naissants, et elle doit aussi pouvoir séduire au-delà. Les administrations, les flottes, les usages professionnels, parce qu'une voiture qui se vend seulement à ceux qui rêvent, c'est fragile. Une voiture qui se vend à ceux qui travaillent, c'est une colonne vertébrale. Et c'est ici que le drame commence, sans bruit. Parce que pour répondre à ce besoin, il ne suffit pas de faire une nouvelle voiture, il faut incarner une France qui change de peau. Il faut offrir à la fois le confort d'une époque qui s'adoucit et la résistance d'une époque qui reste dure. Il faut une voiture qui ne se moque pas des routes, mais qui ne s'y résigne pas non plus. Une voiture qui n'est pas arrogante, mais qui n'est pas vieillotte. Une voiture qui a l'air d'appartenir au futur, tout en parlant la langue du présent. Et ce futur, il a une forme. Dans les années 50, la silhouette automobile se transforme, les lignes deviennent plus lisses, plus aérodynamiques dans l'imaginaire, plus propres. On veut que la voiture semble glisser même à l'arrêt. Et en France, il y a ce désir étrange d'élégance mesurée. Une voiture qui ne fait pas américaine, mais qui n'a pas non plus l'air d'une boîte. On veut une sorte de chic raisonnable,
un costume bien taillé, un sourire discret. Si tu te demandes pourquoi le Peugeot 403 deviendra culte, commence par là. Parce qu'il naît d'un besoin collectif qui dépasse l'automobile. Il naît d'une France qui veut se réconcilier avec la routine, mais une routine plus douce, plus large, plus mobile. Il naît de la volonté de transformer le trajet en promesse. Et parce qu'il répond à un besoin presque animal, celui d'avoir un objet fidèle dans un monde qui a trahi trop souvent. Et pourtant, il y a un détail dérangeant dans cette histoire. Un goût amer sous le sucre. Dans les garages, dans les ateliers, dans les carnets de commandes, on comprend très vite que cette voiture, si elle réussit, va aussi devenir une machine à engloutir des vies de travail. Parce qu'une voiture fiable, c'est une voiture qui sert tout le temps, elle ne dort pas. Elle roule sous la pluie, dans la neige, dans les embouteillages, sur des routes où l'on se croise à quelques centimètres. Elle roule la nuit, phare jaune dans le brouillard, avec des conducteurs qui bâillent. Une voiture fiable ne protège pas de la fatigue humaine. Au contraire, elle permet à la fatigue d'aller plus loin. Tu vois l'image? Un représentant, chemise ouverte, main noire de nicotine, qui avale les kilomètres. Le café brûlé au thermos, la radio qui grésille, les stations-service rares, le ventre vide. Et pourtant, la voiture continue. Elle continue jusqu'à ce que l'homme fasse une erreur. C'est ça, le côté légèrement répugnant du progrès. Une machine solide devient parfois le complice silencieux de l'épuisement. C'est dans ce paradoxe que la 403 trouve son destin. Elle est désirée pour de bonnes raisons, et elle va s'inscrire dans des vies, parfois dures, parfois banales, parfois tragiques. Elle ne sera pas le jouet d'un été, elle sera la partenaire d'années entières. Et ce rôle-là, en France, finit par rendre une voiture culte. Pas par l'exception, mais par la présence. Alors, quand Peugeot s'apprête à faire naître la 403, ce n'est pas juste une nouvelle fiche technique qu'on prépare. C'est un contrat moral, une promesse. Je vais vous emmener plus loin que vos parents. Je vais vous donner une France plus grande. Je vais vous donner des dimanches. Je vais vous donner des retours de nuit sans panne. Et je vais rester digne même quand vous me traiterez mal. Et c'est précisément à ce moment, quand la promesse est formulée, que la tension monte. Parce qu'il faut maintenant la fabriquer. La dessiner, l'industrialiser, la rendre réelle. Et la réalité, elle, n'a aucune pitié. La promesse est sur la table. Et autour de cette promesse, il y a des hommes qui ne parlent pas fort. Chez Peugeot, on ne vend pas du tonnerre, on vend du solide. Mais justement, le solide, ça ne se fabrique pas avec des slogans. Ça se fabrique avec des nuits blanches, des plans froissés, des essais qui humilient. Et ce moment où un ingénieur, les mains pleines, de graisse, comprend qu'une pièce parfaite sur le papier devient ridicule dès qu'elle rencontre une vraie route. Dans les bureaux d'études, il y a un bruit particulier, celui du crayon qui gratte, du compas qui mord le papier, des règles qu'on claque contre une table. Ce n'est pas romantique, c'est presque médical. On dissèque l'avenir, et l'avenir a une question simple. Comment faire une voiture plus grande, plus moderne, plus confortable, sans trahir la réputation de robustesse? Parce que si la future berline se met à vieillir mal, si elle se met à sonner creux, à vibrer, à se dérégler, Peugeot ne perd pas, seulement un modèle. Peugeot perd sa crédibilité, ce capital invisible qui se transmet de bouche à oreille, de garagiste à garagiste, de père à fils. Le cahier des charges devient un animal qui grossit. On veut plus d'espace, plus de stabilité à vitesse de croisière, un comportement plus rassurant, et une carrosserie qui donne l'impression d'un bond en avant. Mais voilà le piège. En cherchant à être moderne, on risque de faire trop. Et trop, en France, c'est suspect. Une nouveauté trop audacieuse est souvent traitée comme une trahison. On l'admire un instant, puis on la fuit au moment de signer le chèque. Alors, Peugeot cherche une modernité qui ne crie pas. Une modernité qui se glisse dans les détails. Une silhouette plus fluide, un habitacle mieux pensé, un confort réel, mais sans extravagance. Une voiture qui ne fait pas semblant d'être une fusée. Une voiture qui promet de te ramener. Et c'est là que surgit le premier twist. Presque une petite blessure d'orgueil national. Pour dessiner cette France moderne, Peugeot va chercher une main italienne, Pininfarina.
Rien que le nom sent le costume bien coupé, l'élégance, la ligne qui s'étire sans effort. On pourrait croire à une romance franco-italienne. En réalité, c'est une affaire de précision. Peugeot veut une carrosserie qui semble plus haut de gamme sans devenir ostentatoire. Une ligne qui fait sérieux, mais avec un certain glissement, comme si l'air lui-même avait été consulté. Dans les premières maquettes, la voiture apparaît comme une silhouette qui hésite entre deux mondes, l'ancien, un peu carré, un peu austère, et le nouveau, plus lisse, plus propre. On teste des courbes, on ajuste des proportions, et derrière chaque millimètre, il y a une bataille. Parce que changer une forme, ce n'est pas seulement changer une esthétique, c'est changer les emboutissages, les coûts, les outillages, les cadences, les tolérances. On ne dessine pas une voiture comme on dessine un rêve. On la dessine comme on prépare une armée industrielle. Et l'usine, elle, n'a aucun sens de la poésie. On pourrait croire que la création d'un modèle culte est un mouvement fluide. C'est faux. C'est une suite de heurts. Les prototypes naissent comme des bêtes étranges, parfois sublimes de loin, parfois grotesques de près. Ils roulent, ils grincent, ils chauffent, ils révèlent des faiblesses honteuses. Un bruit dans une porte à 80 km/h devient une obsession. Une vibration au ralenti devient une menace. Un défaut de refroidissement devient un cauchemar. Parce que derrière la future 403, il y a l'idée la plus cruelle de l'ingénierie. La voiture doit être tolérante au carburant moyen, tolérante à l'entretien approximatif, tolérante aux routes imparfaites, tolérante à la conduite maladroite. La voiture doit accepter d'être mal aimée et continuer à fonctionner. Alors on teste, on torture, on répète. La suspension encaisse, les freins chauffent, les moteurs tournent jusqu'à la nausée. On secoue des pièces jusqu'à ce que les vis apprennent la peur. On fait des essais qui ressemblent à des punitions. Et là, un détail fascinant. Plus la voiture doit sembler bourgeoise dans les brochures, plus elle est traitée comme un outil de chantier pendant sa gestation. Le chic est un masque. Sous le masque, il y a des coûts. L'équipe avance avec un objectif. Donner à la France une berline qui se tient, une voiture stable, équilibrée, qui inspire confiance sur les longues nationales. Et pourtant, chaque choix technique est un compromis. Un moteur plus puissant donne du souffle, mais il augmente les contraintes. Une meilleure insonorisation donne du confort, mais elle ajoute du poids. Un habitacle plus vaste donne du prestige, mais il impose une structure plus sérieuse. Tout se paie. Et au milieu de cette addition permanente, il y a une obsession. La fiabilité. Peugeot ne veut pas seulement sortir une nouvelle voiture. Peugeot veut sortir une voiture qui vieillira avec dignité. Une voiture qui deviendra presque un mobilier. On parle de robustesse comme d'une morale. Une Peugeot doit avoir une forme de droiture mécanique. Pas de caprice, pas de surprise. Mais la modernité exige quand même des pas en avant. La 403 doit être un saut depuis la génération précédente. Plus spacieuse, plus confortable, plus statutaire. Et dans les ateliers de design, on surveille un autre danger. L'ennui. La ligne doit être assez élégante pour que l'acheteur se sente valorisé. Tu ne veux pas seulement un outil. Tu veux un outil qui te ressemble quand tu es bien habillé. Alors les surfaces se tendent. Les chromes se posent comme des signatures. La calandre devient une expression du visage. Une voiture, à ce niveau, doit être reconnaissable en une seconde. Tu ne lis pas un logo, tu reconnais une présence, et cette présence doit dire « Je suis sérieuse, mais je suis nouvelle ». La fabrication, elle, se prépare en coulisses, comme une pièce de théâtre, parce qu'une voiture qui marche bien en prototype peut devenir catastrophique en série. En série, les tolérances s'empilent, les erreurs se multiplient, les ouvriers fatiguent, les machines dérivent. Le modèle doit être pensé pour être fabriqué sans trahir son propre standard. Et ça, c'est un art brutal. Dans l'usine, on installe des outillages, on règle des presses, on prépare des gabarits. Chaque emboutissage doit sortir avec une constance presque obsédante. Il faut que la porte ferme bien sur la 100e voiture, comme sur la 1000e. Il faut que le capot s'aligne. Il faut que le vitrage s'ajuste. Il faut que le tableau de bord ne se transforme pas en instrument de torture sonore. Une voiture peut être splendide, et pourtant ruiner une marque si elle est mal assemblée. Et c'est là que la tension grimpe. Parce que plus on vise la perfection perçue, plus le moindre défaut devient intolérable. Une Peugeot sérieuse
n'a pas le droit au à peu près. Si elle claque, si elle vibre, si elle grince, ce n'est pas une simple critique. C'est une atteinte à l'identité. Dans cette phase, les ingénieurs ne dorment pas vraiment. Ils font semblant. Ils s'endorment avec des solutions et se réveillent avec des problèmes. Un joint qui se craquelle, un système qui chauffe en été, une tenue de route qui change sous charge. Et parfois, la réalité vient les gifler. Une voiture qui semble stable sur une route lisse devient nerveuse sur une route dégradée. Une voiture qui freine bien à froid devient inquiétante à chaud. Une direction qui paraît douce devient floue à vitesse soutenue. Et tout ça, ce sont des sensations, des perceptions, des nuances. On ne corrige pas une nuance avec un marteau. On la corrige avec de la compréhension. Et pourtant, quelque chose se met en place. L'équilibre. La future 403 n'est pas une révolution tapageuse, c'est une évolution puissante. Elle prend l'idée de la berline française de milieu de gamme et la hausse vers un niveau supérieur. Elle doit pouvoir transporter une famille, mais aussi servir de véhicule de travail. C'est une voiture qui doit être respectable partout, devant une maison bourgeoise, devant un café de campagne, devant une gare. Elle doit donner la même impression. On peut compter sur elle. Puis arrive un moment que personne n'aime, le moment de figer, le moment où l'on dit « ça y est, on arrête de retoucher, on arrête de rêver ». On choisit parce que chaque modification supplémentaire retarde la production, augmente les coûts et fatigue les équipes. Le modèle, à un instant précis, doit cesser d'être une possibilité et devenir une réalité. Et c'est là qu'on sent la peur, la vraie. Parce que quand une voiture sort, elle ne se bat plus seulement contre des problèmes mécaniques. Elle se bat contre le jugement social, elle se bat contre les concurrents, elle se bat contre les discussions de bistrot, elle se bat contre ce garagiste qui, dès la première panne, dira « Je l'avais dit ». La 403 se prépare donc comme on prépare un lancement qui peut faire mal. Et pour donner à cette voiture une place immédiate, Peugeot travaille aussi sur sa gamme, sur ses versions, sur ce qu'elle représentera. Berline. Déclinaison possible, positionnement. Tout est pensé pour qu'elle ne soit pas une curiosité, mais un centre de gravité. Une voiture qui s'impose sans avoir l'air d'insister. La mise au point du moteur et des organes mécaniques suit cette logique. Pas de folie. Du couple, de l'endurance, une maintenance qui ne demande pas un laboratoire. On veut une mécanique qui accepte la vie, pas une mécanique qui exige qu'on s'adapte à elle. L'idée est presque paternaliste. Je te facilite la tâche. Et c'est exactement ce qui va séduire la France. Mais juste avant que tout soit prêt, il y a un dernier twist, celui que les brochures ne racontent jamais. La peur de la banalité. Parce qu'une voiture trop neutre peut se faire oublier, et être oubliée, commercialement, c'est mourir. Alors Peugeot doit trouver cette petite étincelle, cette sensation de nouveau qui ne fait pas peur. La carrosserie signée par une élégance italienne apporte une partie de cette étincelle, le reste vient de la sensation globale. La voiture doit sembler plus grande, plus posée, plus adulte. Quand tu t'assois, tu dois sentir que tu es monté d'un cran. Pas dans le luxe, mais dans la maturité. Et quand les premières voitures de série s'alignent, prêtes à quitter les chaînes, il se passe quelque chose d'étrange. Elles ont l'air calmes, elles ne hurlent pas « Regarde-moi », elles ont l'air de dire « Je suis là et je vais rester ». C'est précisément à ce moment que la 403 commence à devenir dangereuse. Parce qu'une voiture qui reste devient une référence, et une référence, ça attire des attentes comme des mouches. On ne te compare pas aux autres voitures, on te compare à la promesse que tu as faite. Alors, quand la 403 arrive en 1955, elle ne se présente pas comme une rebelle, elle se présente comme une réponse, et cette réponse doit tenir face à un public qui a soif de route, mais qui a la mémoire longue. Le marché ne pardonnera pas une voiture qui fait semblant, et c'est là, juste au bord de la route, juste avant la rencontre avec les clients, que le suspense devient presque physique. La voiture est née, maintenant, elle doit prouver qu'elle mérite sa place dans la vie des gens. Parce qu'une voiture peut être bien conçue et mourir d'indifférence, ou être simplement bonne et devenir un symbole. Elle arrive comme une présence tranquille. Pas une star qui saute sur scène, plutôt quelqu'un qui entre dans une pièce, pose son manteau, et tout le monde comprend instinctivement qu'on peut lui confier les clés. La Peugeot 403, en 1955,
se glisse dans la France avec cette assurance silencieuse. Elle n'a pas besoin de séduire par l'excès. Elle séduit par la promesse d'une vie plus simple. Au début, il y a la vitrine. Les concessions sentent la peinture fraîche, le caoutchouc neuf, et ce parfum étrange de tissu neuf mélangé à l'huile de protection. On ouvre les portières, on s'assoit, on ferme, et ce clac devient un argument. Pas un argument technique, un argument intime. Ça ferme bien, donc le reste doit être sérieux. C'est le genre de détail qui décide d'un achat chez ceux qui ont peur de se tromper. Mais l'instant où une voiture devient célèbre n'est jamais celui qu'on imagine. Ce n'est pas un discours officiel. Ce n'est pas une publicité parfaite. C'est une addition de petites scènes, répétées partout. Un démarrage au petit matin, un trajet de nuit, un coffre rempli, un moteur qui ne tousse pas, une route mouillée, une côte en charge. La 403 se met à apparaître dans la vie réelle comme une évidence. D'abord, elle conquiert ceux qui comptent, pas les rêveurs, les utilisateurs, les taxis, les chauffeurs, les médecins, les artisans, les administrations, des gens qui roulent trop, qui vivent dans leur véhicule, qui détestent perdre du temps. La 403 devient une machine de travail, mais une machine qui garde de la tenue. Et c'est là un point crucial. En France, une voiture de travail peut devenir culte si elle garde une forme de dignité. Pas une bête de somme honteuse, une bête de somme qui marche droit, qui reste propre dans sa silhouette même couverte de poussière. Tu la vois, la scène? Une 403 stationnée devant une gare, couleur sombre, chrome fatigué, mais droite, comme si elle refusait de s'affaisser. À l'intérieur, la chaleur du moteur, un compteur qui tremble légèrement, un conducteur qui connaît chaque bruit. La voiture est un outil, mais aussi un refuge. Et chaque jour qu'elle tient sans panne, elle gagne un peu plus de respect. Le marché répond, pas avec des cris, avec des commandes. Avec ce phénomène typiquement français, la confiance qui se construit à voix basse. On ne dit pas « c'est la meilleure », on dit « elle est bonne ». Et « elle est bonne » dans la bouche d'un garagiste ou d'un chauffeur, c'est parfois plus puissant que n'importe quel slogan. Puis viennent les familles, pas immédiatement toutes. Les familles observent, elles regardent la 403 comme on regarde un adulte. Est-ce qu'elle va nous protéger? Le père compare, calcule, hésite. La mère s'assoit à l'arrière, teste l'espace, imagine les enfants. On ferme les yeux et on s'imagine sur la nationale, avec les bagages, les sandwichs, les disputes, les silences. Et la 403, par sa stabilité, par son air posé, semble dire « je peux porter tout ça ». Alors la voiture glisse dans les vacances, dans les départs du vendredi, dans les routes vers la mer ou la campagne. Elle devient cette complice du bonheur simple. La première fois qu'on part loin, et c'est là que se fabrique une légende, discrète mais irréversible. La légende des souvenirs. Une voiture n'est pas culte seulement parce qu'elle est belle. Elle est culte parce qu'elle est présente dans les moments qu'on garde. Et puis arrive une notoriété d'un autre genre, celle qui dépasse le pays. La 403 est exportée, elle circule ailleurs, elle devient un symbole de la berline française sérieuse, et le twist, le vrai, celui qui fait basculer l'image, c'est qu'elle va se glisser dans l'imaginaire mondial par un détour inattendu, la culture populaire. Tu connais cette sensation quand un objet banal se met, soudain, à briller parce que tu l'as vu dans une scène? Comme si l'objet avait été béni par l'écran. La 403 va connaître cela. Elle devient reconnaissable. Et quand quelque chose est reconnaissable, le public commence à lui donner une personnalité. La 403, et c'est là qu'elle franchit une frontière. De voiture à personnage. Mais revenons à la France, sur l'asphalte. Là où les mythes se fabriquent vraiment, la 403 se met à vivre plusieurs vies en même temps. Dans la journée, elle est taxi, elle est commerciale, elle est utilitaire, elle connaît les centres-villes étroits, les stationnements brutaux, les freinages répétés, elle encaisse. Les portières s'ouvrent 100 fois, le moteur tourne trop longtemps au ralenti, et le soir, elle redevient voiture de famille, avec le même châssis, la même mécanique, mais une autre atmosphère. Les rires, les courses, les enfants qui s'endorment. Ce double rôle forge sa réputation. Elle n'est pas fragile. Elle ne se casse pas en deux entre travail et vie privée. Elle accepte d'être utilisée. Et ça, en France, c'est un compliment énorme.
Parce que la France respecte les choses qui servent, les objets qui ne font pas semblant, et pourtant, cette robustesse a un côté sombre, presque dérangeant. Plus la 403 prouve qu'elle tient, plus on la pousse. On la charge trop, on la fait rouler trop longtemps, on repousse les entretiens, on abuse de sa patience. Et elle continue, comme un cheval docile qui ne mord jamais, même quand on le fatigue. Ce côté-là est presque répugnant parce qu'il révèle une vérité sur les humains. Quand quelque chose est fiable, on finit par l'exploiter. La 403 devient alors un outil d'ascension. Un artisan qui a une 403, c'est un artisan qui a réussi un peu. Un médecin de campagne avec une 403, c'est un médecin qui inspire confiance. Un taxi en 403, c'est un taxi qui rassure. Elle devient une sorte de langage social. Pas un cri, un ton. Les routes, elles, sont encore dangereuses. La vitesse moyenne augmente, mais les infrastructures ne suivent pas toujours. La 403 doit rassurer dans un monde où la conduite n'est pas encore standardisée comme aujourd'hui. Et c'est là qu'elle gagne un respect presque physique. Elle se tient bien, elle n'effraie pas. Elle ne donne pas l'impression de partir au moindre coup de volant. Pour beaucoup, c'est un soulagement, et le soulagement, c'est addictif. Peu à peu, des détails se transforment en signes. La ligne, la calandre, le profil, même les versions diverses, les déclinaisons qui s'installent dans le paysage, les gens commencent à reconnaître la 403 à distance, comme on reconnaît une silhouette humaine, et dans les villages, il se passe un phénomène typique. On ne dit pas « la voiture de monsieur untel », on dit « sa 403 », comme si l'objet devenait une extension de la personne. Et puis, la célébrité arrive parfois par des scènes presque absurdes. Une 403 couverte de poussière, chargée jusqu'au toit, qui grimpe une route de montagne à vitesse modeste mais constante. Derrière, des voitures plus nerveuses, qui chauffent, qui hésitent, qui s'arrêtent. Et la 403 continue. Ça fait rire, ça agace, mais ça s'imprime. Parce qu'une voiture qui avance quand les autres renoncent devient, dans l'imaginaire, une sorte de bête indestructible. La réputation se construit aussi dans les garages. Là, les hommes ne jugent pas la voiture à sa beauté. Ils la jugent à sa logique, à sa capacité à être réparée, comprise, entretenue. Si une voiture est un casse-tête, elle est rejetée. Si elle est claire, elle est adoptée. La 403 se taille une place dans cette culture du « ça se fait », du « ça se tient », du « ça se répare ». Et cette compatibilité avec la vie réelle est l'un des secrets de son aura. Mais pour qu'un modèle devienne culte, il faut un élément supplémentaire. Une histoire qui dépasse l'utilitaire. Une petite étincelle de récit. Et là, un nouveau twist. La 403 devient associée à une idée de moralité. Pas au sens religieux, mais au sens social. Elle incarne une France laborieuse, correcte, qui veut avancer. Une France qui ne veut pas faire de vagues, mais qui veut améliorer sa vie. Elle devient la voiture des gens bien, de ceux qui payent, qui entretiennent, qui construisent. Cette association est puissante, et parfois injuste, parce qu'elle peut donner à la 403 un air sage, qui ferait croire qu'elle n'a pas de passion. Sauf que la passion n'est pas toujours bruyante. La passion peut être cette fidélité obstinée, cet attachement presque sentimental à un objet qui n'a jamais trahi. Et maintenant, imagine la bascule. La 403 commence à vieillir. Et c'est là qu'on voit si une voiture est juste un produit, ou si elle devient un mythe. Beaucoup de voitures, quand elles vieillissent, deviennent gênantes. Elles craquent, elles rouillent, elles se dégradent au point de devenir presque honteuses. La 403, elle, vieillit avec une forme de noblesse. Même fatiguée, elle garde sa posture. Les chromes ternissent, les sièges se déchirent, la peinture s'use, mais l'ensemble reste cohérent, comme une veste ancienne qui a pris la forme du corps. Et quand une voiture vieillit bien, elle devient plus qu'un achat. Elle devient un héritage. On la transmet, on la garde, on la répare, on la sauve. Et c'est ainsi que naît la dimension culte. Quand les gens se donnent du mal pour conserver un objet qui, techniquement, pourrait être remplacé sur le marché de l'occasion, la 403 se met à circuler d'une main à l'autre. Elle change de statut, de voiture neuve respectable à voiture de seconde vie, puis de troisième vie. Et pourtant, elle continue à rouler. Elle devient la voiture du jeune, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais veut quelque chose de solide. Elle devient le véhicule de campagne, puis la voiture qu'on garde au cas où.
Et dans cette dégradation, elle ne perd pas son âme. Au contraire, elle gagne une aura de survivante. Et puis, il y a la célébrité involontaire. Quand une voiture est tellement présente qu'elle devient un décor. Les photos de famille des années 50 et 60. Souvent, quelque part, une 403. Dans des films, dans des journaux, dans des reportages, encore elle. La 403 devient un repère visuel de l'époque. Au même titre que certaines coupes de cheveux, certains vêtements, certains cafés, elle devient un fragment de mémoire collective. Ce qui est fascinant, c'est que cette célébrité ne vient pas d'un seul exploit. Elle vient d'une accumulation de petites victoires, des kilomètres avalés, des pannes évitées, des trajets réussis. La voiture devient célèbre, parce qu'elle ne fait pas parler d'elle de la mauvaise manière. Et paradoxalement, c'est ce silence qui la rend mythique. Quand une voiture ne te force pas à raconter des galères, elle te permet de raconter des vacances, des rencontres, des vies, mais le point culminant de cette partie de l'histoire, celui qui scelle vraiment le statut culte, c'est le moment où la 403 devient un symbole de confiance, au point que même ceux qui ne l'aiment pas la respectent. C'est l'objet typique qu'on critique en souriant. C'est une voiture de père, mais qu'on choisit quand on doit être sûr. Et cette contradiction est puissante. On se moque d'elle, puis on la garde. On la trouve ennuyeuse, puis on la remercie en secret. Et là, juste avant de basculer vers l'héritage, il se passe quelque chose d'émotionnel. La France change encore. Les années avancent, d'autres modèles arrivent, le monde accélère, la modernité devient plus agressive, et dans ce nouveau monde, la 403 commence à représenter autre chose. Un temps où la solidité était une valeur centrale. Un temps où faire durer était un art. Elle devient, sans l'avoir cherché, un symbole d'une époque plus lente, plus concrète. Et c'est exactement ainsi qu'une voiture devient culte. Quand elle cesse d'être seulement utile et devient une nostalgie, une référence. Une silhouette qui déclenche un souvenir immédiat. Quand tu en croises une, tu n'y vois pas seulement une voiture. Tu vois une route, une famille, une France. Et puis un jour, sans cérémonie, tu réalises que la 403 ne fait plus partie du présent. Elle se retire comme une personne âgée qui n'élève pas la voix. Elle laisse la place. Elle cède le passage. Elle disparaît des parkings, modernes. Mais elle ne disparaît pas de la tête. C'est ça, le basculement. Tant qu'une voiture roule partout, elle est un objet. Quand elle commence à se raréfier, elle devient un signe. Quand elle commence à manquer, elle devient une mémoire. L'héritage de la Peugeot 403, ce n'est pas seulement un modèle réussi. C'est une façon d'avoir scellé, dans l'acier, un pacte entre une industrie et un pays. Le pacte selon lequel une automobile peut être à la fois un outil et une forme de dignité, et ce pacte a des conséquences. Parce qu'une voiture qui impose la fiabilité comme norme oblige tout le monde à se repositionner. Les concurrents, les fournisseurs, les garagistes, même les clients, qui se mettent à exiger davantage. La 403 a renforcé une idée presque sévère. L'élégance n'a pas besoin d'être fragile. Elle a montré qu'une silhouette bien habillée pouvait encaisser le réel sans se décomposer. Dans l'automobile, c'est un message lourd, presque politique. On peut viser le confort, l'espace, une allure plus internationale, sans tomber dans l'ostentation ni dans la délicatesse. Elle a été un pont entre une France d'après-guerre qui se méfiait des promesses et une France qui commençait à croire à nouveau au futur. Et ce pont, on le voit dans ce qu'elle laisse derrière elle, dans la manière dont elle a influencé les attentes. Avant elle, beaucoup de familles voyaient l'automobile comme une aventure risquée, un pari coûteux, une dépendance aux caprices de la mécanique. La 403 a contribué à banaliser l'idée qu'une voiture peut être stable, régulière, presque prévisible, et la prévisibilité, dans une société qui se reconstruit, est une révolution silencieuse. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais tu changes ta manière d'organiser ta vie. Tu acceptes de planifier un trajet, une visite, des vacances, parce que tu sais que la machine ne va pas t'humilier au bord d'une route. L'industrie, elle, apprend quelque chose de fondamental. La confiance ne se fabrique pas uniquement par la publicité. Elle se fabrique par la répétition du bon fonctionnement. Or, la 403 a été répétée, partout, longtemps. Et ce longtemps a un effet colossal. Il installe une réputation de marque comme un réflexe.
On peut discuter du style, du prix, des performances, mais dans les têtes, un noyau se forme. Peugeot, c'est sérieux. Ce noyau devient un avantage industriel, parce qu'il réduit la peur d'achat. Une marque qui réduit la peur d'achat vend plus facilement ses nouveautés. La 403 n'a pas seulement vendu des unités, elle a vendu du crédit pour l'avenir. Il y a aussi la dimension de style, plus subtile, plus psychologique. Avec l'influence d'une élégance italienne maîtrisée, la 403 a contribué à européaniser davantage l'esthétique de la berline française, une ligne plus propre, plus harmonieuse, moins utilitaire dans son expression, pas une extravagance, mais une montée en gamme perceptible. Elle a aidé à faire comprendre qu'une voiture de milieu de gamme peut porter une signature, une cohérence de proportion, une présence, et ce genre de leçons, l'industrie ne l'oublie pas. Après la 403, l'allure devient encore plus importante, même pour les voitures destinées à travailler. Mais l'héritage le plus concret, le plus tangible, se lit dans le passage de relais vers les modèles suivants. Une voiture comme la 403 n'existe pas seule. Elle ouvre un couloir, elle installe un format, un niveau d'exigence, un rapport à l'espace et au confort. Elle prépare les clients à accepter des berlines plus modernes, plus performantes, plus équipées. Elle a servi de marche. Et une marche, si elle est solide, te permet de monter sans tomber. Pour Peugeot, ce modèle a consolidé une méthode. L'idée qu'on peut gagner par l'équilibre plutôt que par le coup d'éclat. On peut ne pas être la plus rapide, ni la plus provocante, et pourtant occuper une place centrale. Cette stratégie, la solidité élégante, a marqué la marque sur la durée. Et quand tu regardes l'histoire des berlines françaises, tu sens cette tension permanente. Comment être moderne sans devenir fragile? Comment être confortable sans devenir mou? Comment être accessible sans être banal? La 403 a démontré qu'on pouvait approcher cette quadrature du cercle. Sur le plan culturel, elle a aussi imposé une image sociale particulière de l'automobile. L'idée d'une voiture respectable, qui accompagne l'ascension sans arrogance. En France, c'est énorme. Parce que la France entretient une relation complexe avec la réussite. Une réussite trop visible attire la méfiance. Une réussite discrète attire le respect. La 403 a incarné cette réussite discrète. Elle a été, pour beaucoup, le signe qu'on s'en sort, qu'on a gagné un peu d'air, qu'on a un horizon plus large. Et ce signe a survécu à la voiture elle-même. Aujourd'hui encore, quand on pense à elle, on pense à cette France qui avance sans fanfaronner. Puis il y a le mythe de la durabilité, celui qui se transforme en culte chez les collectionneurs et les passionnés. Une voiture culte n'est pas seulement une voiture qu'on admire, c'est une voiture qu'on veut sauver. Et sauver une 403, ce n'est pas simplement la repeindre et la polir. C'est ressusciter une époque, c'est retrouver des pièces, des garnitures, des détails, des textures, c'est entendre à nouveau un bruit de portière, un souffle de moteur, une odeur de sellerie. Les gens qui restaurent une 403 ne restaurent pas uniquement un objet. Ils restaurent un temps où la mécanique était plus lisible, où le rapport entre l'homme et la machine était plus direct, où l'on pouvait comprendre pourquoi ça marche. Et là, un twist émotionnel apparaît souvent. La 403, qui était la voiture du quotidien, devient un objet de rareté. Elle est passée du banal à l'exceptionnel. Ce renversement est fascinant, presque ironique. La voiture qui a gagné par sa présence devient culte par son absence. Et quand tu en croises une aujourd'hui, tu as parfois une réaction physique. Tu ralentis, tu regardes, tu souris sans raison, comme si ton corps reconnaissait une forme familière, même si tu n'en as jamais possédé. C'est le signe des objets vraiment culturels. Ils appartiennent à tout le monde. Son héritage se lit aussi dans les images de la France. Quand on filme une époque, on cherche des repères, et la 403 est devenue un repère. Elle signe immédiatement les années 50-60. Comme un lampadaire, une affiche, une coupe de cheveux, elle donne de la crédibilité à un décor, et cette capacité à devenir un repère visuel est une forme de victoire étrange. C'est la preuve qu'elle a été omniprésente au point de s'imprimer dans l'inconscient collectif. Mais au-delà de l'image, il y a l'empreinte sur l'idée même de voiture française. La 403 a renforcé une identité, celle d'une automobile rationnelle, robuste, faite pour la route, pour la durée, pour les longues,
distanceuse sur des nationales imparfaites. Elle a participé à créer ce standard mental, selon lequel une berline française doit être à la fois confortable, stable et relativement simple à maintenir, même quand les voitures deviendront plus sophistiquées, plus électriques dans leur logique, plus électroniques. Cette nostalgie de la simplicité efficace reviendra comme un refrain. À l'époque, ça tenait. Et c'est ici que le côté légèrement dérangeant revient, comme une odeur que tu n'arrives pas à chasser. Parce que glorifier la durabilité, c'est aussi raconter une époque où l'on acceptait de faire durer, parce qu'on n'avait pas le choix. On ne changeait pas facilement de voiture. On réparait, on bricolait, on conservait. La 403 devient donc un symbole double. D'un côté, la noblesse de la longévité. De l'autre, la mémoire d'un temps où l'on devait parfois endurer. C'est ce mélange qui la rend fascinante. Elle est à la fois la promesse d'une liberté nouvelle et la trace d'un monde où la liberté avait encore des limites. Et pourtant, c'est précisément ce mélange qui construit la légende, une légende sans ombre et plate. La 403 a des ombres, la fatigue des grands rouleurs, les routes dangereuses, l'usure, la rouille, les intérieurs qui vieillissent, les mains noires de cambouis, la sueur des étés sans climatisation, les vitres embuées en hiver. Elle porte le réel. Et comme elle a porté le réel, elle a gagné le droit d'être aimée. Si tu veux comprendre pourquoi elle est culte en France, regarde la manière dont on en parle. On ne la décrit pas comme un monstre de puissance, ni comme un bijou de luxe. On la décrit comme quelqu'un. Elle était brave, elle était solide, elle ne m'a jamais laissé. Ce vocabulaire, presque affectif, presque humain, est rare. On ne dit pas ça d'un objet qui n'a rien donné, on dit ça d'un compagnon. Et voilà le dernier renversement, le plus important. La 403 a contribué à faire de la voiture, en France, un objet émotionnel sans être ostentatoire. Elle a prouvé qu'on peut aimer quelque chose non pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est fiable, parce que ça a été là, parce que ça a vu, parce que ça a porté. Et cette forme d'amour, calme, durable, est très française. Une affection qui se montre peu, mais qui ne lâche pas. Alors quand tu retombes sur une 403 dans un rassemblement ou garé au bord d'une petite route et que tu vois ses chromes, ses courbes, mesurées, son regard un peu mélancolique, tu ne vois pas juste une voiture ancienne. Tu vois une époque où l'on croyait au progrès par la solidité, une époque où le futur devait être pratique, pas flamboyant. Et tu comprends pourquoi, dans la mémoire française, la 403 n'est pas seulement une Peugeot de plus, elle est un symbole de confiance nationale. Et si tu repenses au garage du début, à la toile froide, à la poussière, à l'odeur de cuir moisi et au petit dégoût du nid écrasé, tu comprends aussi ceci. Le culte n'a rien de propre. Le culte, c'est ce qui survit au temps, à la saleté, à l'usure, aux mauvaises années. La 403 est culte parce qu'elle a traversé la vie telle qu'elle est. Pas polie, pas parfaite, mais obstinée. Et quand une machine traverse ça, elle devient plus qu'une machine. Elle devient un morceau de nous,